Paris, 30 juillet 2007, hebdomadaire Le Point. Journaliste au service Société, je reçois ce matin-là une lettre. Elle a été postée depuis la prison de Perpignan. Madame, monsieur le journaliste, c'est en désespoir de cause que je fais appel à vous. Le 22 avril 1998, monsieur Azimani Abdelkader et moi avons été mis en examen et écroués pour homicide volontaire. Azimani et El Jabri, deux noms qui me rappellent quelque chose, des types accusés d'avoir poignardé un petit dealer en 97. Ils avaient été condamnés à 20 ans de prison pour meurtre par la cour d'assises de Montpellier. Ce sont eux qui m'écrivent. Nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés. Jamais nous n'avons été écoutés. Vous trouverez joint à ce courrier tous les éléments de cette affaire. Vous pourrez ainsi vous faire une idée sur la gravité des faits et de l'importance pour moi de faire éclater la vérité. Signé Brahim El Jabri. Cette lettre va être le point de départ de mon enquête. Je décide de retrouver ces auteurs pour les interviewer. J'ai été le coupable idéal, moi, Azimani et moi. Deux trafiquants maghrébins de surcroît, marocains, stupéfiants. Tout ce qui va dans le sens de notre innocence est écarté. J'ai pas de haine, mais une grosse colère. 15 ans après ce drame, El Jabri et Azimani, photographiés ici par les gendarmes lors de leur garde à vue en 98, vont probablement être innocentés. Ils étaient bien des dealers, mais pas des assassins. Enquête sur une implacable mécanique judiciaire, une mécanique qui a construit une culpabilité imaginaire en marge d'une petite route de l'Hérault, quitte à broyer deux vies. Commence le 22 décembre 97 à Lunel, une petite bourgade aux portes de la Camargue. Il est 7 heures du matin. Ce moniteur d'auto-école, Vincent Salager, donne une leçon de conduite à l'une de ses élèves. En empruntant une petite route de campagne, le chemin des étoffes, il jette un coup d'œil dans le fossé, et là c'est le choc. Sur le coup, je croyais que c'était un clochard ou une personne comme ça, qui a sans domicile. Je descends, je m'approche, et quand j'arrive à côté, je me rends compte qu'il est plein de sang. Il a une grosse entaille au cou. Et la gendarmerie, j'ai appelé le 17. Et puis, c'est surtout après, le soir, qu'on réalise qu'on a découvert un cadavre. Sur la route, les gendarmes vont repérer de nombreuses traces de sang. Ils constatent aussi que le corps sans vie est lardé de coups de couteau. Sur la victime, on retrouve un beeper téléphonique de marque Tattoo et un bout de papier chiffonné avec un numéro de téléphone. Les gendarmes remarquent aussi que l'homme a perdu une basket. Elle sera retrouvée à 200 mètres de là, sur un petit chemin. Tous les objets susceptibles de contenir des traces ADN sont récupérés par les enquêteurs, photographiés et placés sous scellé. Même les traces de sang sur la route sont prises en photo. En fin de matinée, les gendarmes apprennent qu'une voiture ensanglantée a été retrouvée sur un parking de Lunel. Une Renault 25, c'est celle de la victime. Là encore, il y a du sang. Nouveau prélèvement. Au même moment, une jeune habitante de Lunel, Anissa Gilal, s'inquiète. Son mari a mystérieusement disparu depuis la veille. On s'est rendu en gendarmerie. Et lorsque nous sommes rendus là-bas, vers 2h, ils m'ont demandé à moi, étant donné que j'étais sa femme, et à ma belle-sœur, de venir faire une déposition. Nous sommes rentrés, j'ai dit voilà, mon mari a disparu depuis hier, c'est pas de lui. Ils nous ont demandé comment il était habillé, comment... Donc on lui avait décrit comment il était habillé, il m'a dit par contre il me faut une photo pour voir exactement, parce qu'il a dit parce que nous on a retrouvé un corps, mais voilà il me faut une photo pour vraiment identifier la personne que nous on a retrouvée, parce qu'ils ont eu du mal en fait à bien identifier parce qu'il était plein de sang. On a été chercher une photo, ils m'ont dit
Je suis désolée. Ils m'ont pas dit qu'il était mort. Ils n'ont pas voulu me faire peur. Ils m'ont juste dit, la personne qu'on vous a dit, c'est lui. Ils ont pris ma belle-sœur d'un côté et ils l'ont emmené à la morgue. Je l'ai bien reconnu parce que voilà, il était allongé, les yeux ouverts encore. Il n'a pas fermé les yeux. J'avais pas le droit de le toucher, pas le droit de l'embrasser. Excusez-moi. À Lunel, Azouz Gilal était apprécié. À 22 ans, il avait bossé dans le bâtiment, puis sur les marchés. Témoignage de 2 copains de foot. Azouz était un très grand sportif. Il jouait beaucoup au ballon. C'est le gamin qui, à 20 ans, s'est marié. Voilà. Il avait sa femme, qu'il aimait beaucoup. Il travaillait pour son couple. Azouz était un garçon très bien, très gentil. Il en avait beaucoup dans la tête. Il travaillait pourtant, il faisait les marchés. C'était un bosseur en fait. Un bosseur, mais aussi un habitué des petites arnaques. Depuis quelques mois, il s'essayait au trafic de cannabis. Mais ça, ses proches l'ignoraient. Le jour de sa mort, on a eu un double choc. Ça a été sa mort et par la suite, après, ça a été le fait qu'on sache qui dit. Moi, j'étais très proche de lui, mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'il a pu me pousser à faire ça? Même, qu'est-ce qu'il est parti se mettre dans ce milieu? Déjà, c'est pas de l'argent propre. Nous sommes quand même musulmans et pratiquants. Donc, de ça, il devait réfléchir. C'est pas de l'argent propre, c'est de l'argent sale. Il y a eu juste un petit laps de temps où il a voulu faire de l'argent facile. Sinon, c'est pas le dealer comme tout le monde peut l'imaginer, en bas d'un immeuble, en train de rouler des joints, de vendre des barrettes. Azouz ne filme pas. Le lendemain du crime, les gendarmes de Lunel vont tenter de reconstituer l'emploi du temps de la victime, la nuit de sa mort. Très vite, ses sœurs expliquent que ce soir-là, il a dîné avec elle et leurs parents dans l'appartement familial. Il était 7h30, 8h moins 25. Pas plus, hein. Il avait un tatou dans la poche. Est-ce qu'il a entendu, ou il a sonné, ou il a vibré? Il s'est levé, il a dit je reviens. Je vais voir mon collègue Jamel, qui est revenu de Carcassonne, et je reviens. Sa femme elle a dit n'oublie pas qu'on doit se faire enseigner. Il lui a dit t'inquiète pas. De là, il est sorti, il n'est plus revenu. Devant les gendarmes, les sœurs ajoutent un détail qui va avoir son importance. Il a mangé 2 ou 3 cuillères de couscous. À 20h, Azouz quitte donc le domicile de ses parents, mais il ne se rendra jamais chez son ami Jamel. Que s'est-il donc passé pendant la nuit pour qu'on retrouve son corps le lendemain matin dans ce fossé du chemin des Étoffes? L'autopsie va révéler qu'Azouz a reçu 108 coups de couteau de 2 armes différentes. Il y aurait donc eu 2 agresseurs. Autre découverte. Dans son estomac, on retrouve du couscous pas encore digéré. C'est la preuve qu'il a été tué peu après le dîner, vers 21h. Au vu des blessures, la mort a dû survenir en moins de 10 minutes. Pour en apprendre davantage, les gendarmes examinent également les photos, notamment celles prises dans la Renault 25 d'Azouz. Nous avons demandé à un expert en criminologie de nous les décrypter. Lorsque je lis un rapport médico-légal indiquant qu'il y a autant de blessures piquantes, donc pénétration d'un couteau dans une victime, je peux déjà dire à travers les traces de sang qui sont visibles dans le véhicule qu'ils ne décrivent pas la totalité des faits. En clair, certains coups de couteau ont dû être donnés en dehors de la voiture, ce que semble confirmer les importantes traces de sang sur la route. Sur la chaussée, vous avez aussi des traces plus larges. Surtout celle-ci, parce qu'elle a un bord qui est bien linéaire ici et bien linéaire ici, semble plutôt dû à un corps qui est traîné au sol. Là, ce que j'en vois, c'est que c'est vraiment un lieu de dépôt. Le corps n'a pas été agressé, il a été déposé là. 4 jours après le meurtre, les gendarmes vont recueillir le témoignage d'un Camarguais un peu marginal qui vit au bout du chemin des Étoffes dans une caravane avec des chevaux. L'après-midi du crime, il sillonnait le secteur en camionnette à la recherche de sa chienne. Sur la route, il affirme avoir assisté à une altercation à proximité de l'endroit où le corps d'Azouz sera retrouvé. Voici la version qu'il livre aux enquêteurs ce jour-là. J'arrive vers le cimetière, il y a un véhicule devant moi. Ce véhicule ralentit parce qu'il va tourner sur la droite. Et
sur la droite, je m'aperçois qu'il y a une voiture. Il y a un bonhomme qui est assis dessus, il descend et il me dit il faut tourner à droite. Puis subitement, 3 véhicules arrivent. Des véhicules sortent les passagers et de l'autre aussi, et sortent un autre bonhomme. Le bonhomme est pris par-dessous les bras et tracté en arrière. Une 4e personne s'acharne sur lui. Je pense à une histoire de famille, un repas qui s'est mal terminé, ils ont fait la fête, ils se disputent, ils se cherchent des chicanes. Je demande de penser à quoi que ce soit. J'attends là devant et puis je regarde faire et puis au bout d'un moment j'ai dit quand même il faut bien que je passe, ils vont me laisser passer. Alors j'enclenche la vitesse et je fais le forcing et je continue mon passage, je vais jusqu'au collège. Du moment que je vois pas ma chienne, je dis elle est pas là, bon ben on va rentrer à la maison. Et là j'arrive à nouveau sur les lieux. Ils sont toujours là, ils se disputent. C'est là où je me suis aperçu que le gars avait sa chemise toute blanche, maculée de sang. Je les dépasse à nouveau par la droite et je continue mon chemin jusque chez moi. Selon ce témoin, un homme avec une chemise blanche se serait donc retrouvé avec du sang au bord du chemin des Étoffes. Or, regardez bien. Le lendemain matin, c'est bien quasiment à cet endroit que le corps d'Azouz sera retrouvé dans un fossé. Autre détail qui semble correspondre, la couleur de la chemise. Pour les gendarmes, c'est clair, Errol Fargy est certainement un témoin clé du crime. Et pourtant, il y a un problème. Fargy a décrit une altercation qui se serait déroulée vers 16h30. Or, l'autopsie d'Azouz a prouvé qu'il avait été tué près de 5 heures plus tard, vers 21h. Mais pour les gendarmes qui pensent enfin tenir un témoin clé, difficile de reculer. D'autant que Fargy leur fait une nouvelle révélation, il aurait carrément identifié l'auteur des coups portés à l'homme à la chemise blanche. Il n'y en avait qu'un que je connaissais, c'était celui qui a porté les coups. Celui-là, il avait un faciès un peu spécial, parce que j'ai toujours pensé qu'il avait un faciès oriental, mais façon... si on l'avait retranscrit en caricature, hein, et on aurait fait une chèvre. Il ressemblait à une chèvre. Pour les enquêteurs, Fargy est d'autant plus crédible qu'il parvient à dessiner lui-même un portrait robot du suspect numéro 1. Il aide également les gendarmes à établir les portraits d'autres hommes qui auraient été présents sur les lieux. Dès lors, l'enquête va s'orienter vers un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Car sous ses allures de petite ville tranquille, Lunel est en fait une plaque tournante pour le cannabis importé d'Espagne, qui est ensuite revendu dans les villages alentours. Écœurés par l'assassinat d'Azouz, ses copains se mettent à collaborer avec les gendarmes. Dès qu'on savait quelque chose, on se donnait les informations. Et avec ces informations-là, on a eu quelques noms, on a eu des personnes qu'on est allé voir, on a essayé de faire un peu les gendarmes à notre façon à nous, à la façon, on va dire, Jean de Lunel, quoi. Même l'épouse de la victime va livrer un témoignage important aux gendarmes. Azouz lui avait parlé d'un dénommé Bouziane, un homme qui lui devait de l'argent. Mais au lieu de creuser cette piste, les enquêteurs vont partir dans une toute autre direction, celle d'un trafiquant de drogue maghrébin surnommé l'Étrangleur. Témoignage sous couvert d'anonymat d'un des gendarmes alors en charge de l'enquête. Le capitaine de la section de recherche, il y a Gabriel Moreau, il me dit non mais il y a un gars qui est surnommé l'Étrangleur et qui serait mêlé à l'assassinat. Effectivement, j'avais une fille qui était venue me voir et qui m'avait filé un renseignement sur ce fameux étrangleur qui était en fait El Jabri. Et oui, l'étrangleur est rapidement identifié comme étant un certain Brahim El Jabri, un jeune trafiquant de cannabis de la région. En fait, il n'a rien d'un étrangleur, c'est juste un surnom qu'on lui a donné à cause d'une allergie à la gorge. Un de ses associés, Azimani Abdelkader, est également mis en cause. Quand les gendarmes les placent discrètement sous surveillance, il se confirme qu'ils sont au cœur d'un trafic de drogue avec l'Espagne. Mieux, les enquêteurs apprennent que le numéro de téléphone qu'Azouz avait griffonné dans sa poche mène directement à Azimani et El Jabri. Ils connaissaient donc la victime. Le 20 avril 1998, ils sont interpellés à leur domicile de Lunel. En garde à vue, Azimani clame son innocence, mais les gendarmes ne le croient pas. Pour eux,
il est déjà coupable. On m'a laissé dans un petit bureau, très petit, où il y avait une équipe de gendarmes qui arrivait, qui me questionnait sans arrêt. Et ils partaient se reposer, c'était une autre équipe qui venait faire la relève, et j'étais menotté au mur, 24 sur 24. Le chef d'enquête lui-même, il me dit, de toute façon, tu avoues pas, t'es parti pour 20 ans. Je me rappelle très bien. Il m'avait dit que lorsqu'il sortira, tu ne reconnaîtras plus les marques des voitures, parce qu'il savait que j'étais garagiste. Quant à Brahim El Jabri, il est également placé en garde à vue. En situation irrégulière et déjà condamné pour trafic d'héroïne, il sent bien que pour les gendarmes qui l'auditionnent, il est le parfait coupable. Dès lors que vous êtes en garde à vue et que vous êtes accablé, c'est foutu, vous êtes déjà condamné. Parce que vous étiez trafiquant, vous deviez être meurtrier. Je devais être meurtrier, forcément. Forcément, tous les trafiquants sont des meurtriers. Au cours de la garde à vue, les gendarmes convoquent Errol Fargier, le témoin clé du crime. Ils vont lui présenter les deux suspects au milieu d'une dizaine de figurants. On appelle ça un tapissage. Mais là encore, Azimani et El Jabri ont le net sentiment que les dés sont pipés. Le tapissage, on est déjà désigné. Mal rasé, 4 jours de garde à vue, sale, fatigué, et puis voilà quoi, c'est facile à désigner. Et de fait, Fargier ne tarde pas à affirmer qu'il reconnaît l'homme qui porte la pancarte numéro 2, El Jabri. Il aurait porté les coups. Et aussi la pancarte numéro 1, c'est Azimani. Le piège judiciaire se referme sur les suspects. À la fin de leur garde à vue, ils vont faire un aveu qui va peser lourd. Ils reconnaissent devant les gendarmes qu'ils ont bien été en contact avec la victime le soir du crime. Voici leur version des faits. Elle ne variera jamais. Vers 19h30, le soir du meurtre, ils bipent Azouz pour lui confirmer une livraison de 5 kilos de cannabis. Vers 20h, ils partent chercher la drogue, cachée dans la campagne. De retour à Lunel, ils livrent la marchandise à Azouz qui les attend dans sa Renault 25. Azouz part alors vendre le cannabis à des clients. Il promet qu'il va revenir dans 10 minutes avec les 45 000 francs de la transaction. Pour patienter, El Jabri passe quelques coups de téléphone depuis une cabine, mais au bout de 3 quarts d'heure, ne voyant pas revenir Azouz, les deux hommes partent à sa recherche. Ils aperçoivent bien une voiture au fond d'un chemin, mais ce n'est pas celle d'Azouz. Ils repartent alors vers Lunel pour tenter de le retrouver, tout en essayant de le joindre sur son beeper. Mais pour les gendarmes, c'est clair, les suspects étaient bien sur les lieux du crime. Ils sont les derniers à avoir vu la victime vivante. Ils sont donc forcément les meurtriers. Le 22 avril 1998, El Jabri et Azimani sont incarcérés pour trafic de drogue et homicide à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, près de Montpellier. Pour leur famille, c'est l'incompréhension. C'est pas possible, c'est pas lui qui a fait ça. Et pourquoi c'est pas lui? Parce que je connais mon frère. Je connais mon frère et c'est peut-être une grosse gueule, mais voilà, ça reste une grosse gueule. Deux jeunes avocats ambitieux s'emparent alors du dossier. Pour eux, le fait que leur client ait avoué avoir vu la victime le soir de sa mort laisse plutôt penser qu'ils sont innocents. S'ils avaient été les assassins de ce jeune homme, connu par ailleurs pour ses arnaques, il était étonnant qu'ils revendiquent quasiment immédiatement le fait de l'avoir vu en dernier et le fait d'être en affaire avec lui. Mon impression, lorsque je prends connaissance du dossier, c'est que véritablement, on s'aperçoit qu'on a tout mélangé. On a mélangé le dossier d'infraction à législation sur les stupéfiants et le dossier de meurtre. Et que dans ce dossier de meurtre, les gendarmes utilisent un peu trop des renseignements anonymes, des informations confidentielles, tout un tas d'éléments qui ne sont pas vérifiables, qui mettent en exergue la responsabilité d'Azimani et d'El Jabri. En clair, les gendarmes ont un faisceau d'indices, mais pas de preuves matérielles. Contacté, la direction générale de la gendarmerie n'a pas souhaité nous répondre sur cette affaire.
Mais un des responsables de l'enquête va accepter de nous parler. 15 ans après le drame, il n'a aucun scrupule à l'idée qu'El Jabri et Azimani aient pu être emprisonnés pour meurtre, à tort. Il ne sait pas qu'il est enregistré. On n'a pas eu d'auteur, c'est vrai quelque part ça fait chier un peu, quoi, c'est sûr. Je préfère les affaires qui sont claires. Mais par rapport aux individus, aucun scrupule pour ces deux mecs, parce que c'est quand même des dealers depuis de nombreuses années. El Jabri, en situation irrégulière, est condamné à l'expulsion de la France dans le tribunal de Clermont-Ferrand. Il continue à être ici. Il continue à dealer, donc écoutez, voilà, si il n'avait pas voulu être emmerdé, il avait qu'à retourner chez lui. En 98, Azimani et El Jabri sont placés en détention provisoire. En 2001, ils sont condamnés une première fois à 7 ans de prison pour trafic de stupéfiants. Fin 2002, ils sont libérés grâce aux remises de peine, mais le 20 mai 2003, ils comparaissent devant la cour d'assises de Montpellier, cette fois pour le meurtre d'Azouz. Le jour de leur procès, ils continuent à clamer leur innocence devant les caméras de France 3. Pour vous, vous n'avez rien fait? Non, je n'ai rien fait, bien sûr. Je ne suis pas du tout coupable, je ne suis pas responsable, ni quoi que ce soit de ça. Je n'ai pas demandé ni pardon à sa famille parce que je suis pas coupable. Mais ce jour-là, l'avocat général Michel Legrand, lui, est convaincu de la culpabilité des accusés. On a le mobile, on a la personne qui pourchasse, ils lui en veulent à mort. Ils pourraient légitimement, dans le code du milieu, dans la loi du milieu, l'exécuter. Parce que sinon, ils vont perdre toute leur clientèle et ils vont se faire réprimer par les autres. Bon, donc si vous voulez, j'ai développé ça en disant effectivement que c'était pas qu'une construction, comme disait la défense, mais des faisceaux de présomption très solides, et que pour une fois on avait le mobile, que bien entendu non seulement ils étaient capables de faire, mais ils l'avaient fait. Point d'orgue de ce terrible duel judiciaire qui va durer 3 jours, le témoignage d'Errol Fargier, l'homme qui aurait assisté au crime. Va-t-il confirmer avoir aperçu El Jabri frappant un homme en chemise blanche ? Quand il prend la parole, c'est le coup de théâtre. Il continue à affirmer que les suspects étaient sur les lieux, mais cette fois il n'affirme plus qu'El Jabri a porté des coups. À sa sortie, il défend sa nouvelle version devant la presse. Non, ils n'ont pas porté de coups, ceux-là. Ceux-là sont innocents. Innocents de... Ils y sont. Ils ont participé, ils sont complices. Mais je ne pense pas qu'ils ne sont pas les tueurs. Hein. C'est le témoin que tout le monde attend. Et là, c'est même pas nous. C'est même pas nous, les avocats de la défense, on n'aura pas d'incident avec lui. On va même pas l'interroger. Parce que l'avocat général Legrand va se lever et au bout d'une demi-heure, il le menace en lui disant « Je vais vous poursuivre pour faux témoignage. Monsieur, vous êtes un menteur. » Il le dira en cour d'assises. Quand Fargier quitte l'audience, la thèse de la culpabilité défendue par l'avocat général est fragilisée. Les défenseurs des accusés pensent même qu'ils vont être acquittés. À 14h, l'audience reprend. Voilà, surprise générale. L'avocat général va se lever et, en faisant le réquisitoire de la drogue, va demander la condamnation d'Azimani El Jabri. Que s'est-il passé durant la pause déjeuner pour que l'avocat général décide finalement de requérir une peine de 20 ans de prison pour homicide volontaire ? Au cours de son interview, Michel Legrand reconnaît que le revirement partiel de Fargier l'avait amené à se poser des questions et qu'il en avait parlé avec son supérieur hiérarchique pendant le déjeuner. Une démarche exceptionnelle. Alors nous, comment on l'a analysé ? On peut dire il est vraiment entre guillemets con, hein, ou fêlé, et il était un peu alcoolique tout ça, ou alors c'est un hyper courageux. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai cuisiné, parce que moi-même je me posais des questions. On s'en est posé avec le procureur général, il n'a pas fléchi, et donc l'avocat général peut pas reculer, quelquefois l'avocat peut pas reculer, et le type non plus. Hein, il est la vedette du jour. Eh bien, cette vedette du jour, il sentait qu'il y avait tout derrière, il se donnait une importance, il n'a pas voulu plier. En clair, Fargier maintenant tout de même avoir aperçu les accusés sur les lieux du crime, Michel Legrand et son procureur auraient estimé préférable de ne pas changer d'avis devant la cour d'assises en requérant l'acquittement. C'est la catastrophe lorsque les jurés rentrent, baissent la tête, ne regardent pas les accusés et qu'on entend une condamnation extrêmement lourde. Le verdict tombe, 20 ans de prison ferme pour homicide. Un an plus tard, El Jabri et Azimani font appel devant la cour d'assises de Perpignan. Comme en 2003,
l'avocat général réclame 20 ans de prison pour homicide. Les avocats des accusés, eux, demandent à nouveau l'acquittement. Première question clé, sont-ils coupables? Seconde question, quelle peine les attend? Et là, à la surprise, la cour d'assises revient. À la première question, répond non. Donc on s'est dit, tiens, on a peut-être gagné. Ils sont acquittés. Et là, contre toute attente, ils ne sont plus les auteurs, ils sont les complices. Complices et non plus coupables. En apparence, c'est moins grave. Mais en fait, les peines sont les mêmes. Et quand on est jugé simple complice, il devient beaucoup plus difficile d'apporter les preuves de son innocence. C'est vrai que cette seconde fois, là, pour s'en sortir, il fallait un vrai miracle, puisqu'ils étaient condamnés simplement pour complicité. Quand le verdict est tombé, pareil, on n'a pas compris. Où là, ça a été véritablement le choc. Ça a été pour nous repartir à la case départ. Où là, c'était vraiment violent et on n'a vraiment pas compris. En prison, les deux condamnés écrivent au président de la République, Jacques Chirac, au garde des Sceaux, Dominique Perben, mais personne ne leur répond. Les années passent, les espoirs s'envolent. Pour moi, il fallait que je soutienne mon frère, fallait qu'il tienne le coup en prison et qu'il ne devienne pas fou. Parce que lui, c'était, après, je fais la grève de la faim. Je lui ai dit, mais non, faut être plus fort qu'eux, il faut te serrer les coudes, et puis un jour ou l'autre, on trouvera les vrais coupables. Ne t'inquiète pas, je devais à chaque fois le rassurer. Et ça a été pour moi très difficile, parce qu'il y avait des coups de... Quand j'allais le voir, quelquefois, il me disait, pourquoi t'es venu me voir? Fallait pas venir. 1 an avant d'être incarcéré, Azimani s'était mariée. Sa fille aînée, Soukania, a quelques mois quand il entre en prison. C'est au parloir qu'elle va apprendre à connaître son père. Mais à chaque fois, j'étais toute contente d'y aller parce que j'allais voir mon père. Même si c'était pour 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas grave. Parce qu'ils étaient tellement complices ensemble que, voilà quoi. J'adorais son père, mais malheureusement, c'était comme ça. Elle devait grandir sans lui. Comment vous vous êtes débrouillé Comme je pouvais. C'était pas facile, mais c'était ça ou je sais pas. C'était ça ou un suicide ou quelque chose, je sais pas. J'étais obligée de. C'est pour elle surtout. Depuis leur cellule, les deux condamnés clament toujours leur innocence. En 2005, un nouveau coup de théâtre survient cette fois au cœur de la prison. Un détenu, Jean-Claude Sanchez, commence à se vanter d'être le véritable assassin d'Azouz. Dans la prison, la rumeur se répand comme une traînée de poudre. Les détenus la relayent dans des lettres. Les avocats d'El Jabri et Azimani commencent à y croire. Peut-être que si la justice n'a pas trouvé les auteurs, la maison d'arrêt, en tout cas les gens qui sont à l'intérieur, vont parler parce qu'ils ne supportent pas cette erreur judiciaire. Et là, c'est le début du rebondissement. Les déclarations de Sanchez vont même être enregistrées sur un appareil MP3. La famille Azimani se remet alors à espérer. Elle se rend même en Algérie pour interviewer un ancien détenu qui lui aussi met en cause Sanchez. Témoignage du frère Azimani. Ce monsieur que vous voyez à la télé, il me parle de la même personne que mon frère a enregistré à l'intérieur de la prison. Qui serait l'auteur de 108 coups de couteau. Qui serait l'auteur de 108 coups de couteau. L'avocat général qui avait réclamé la condamnation d'El Jabri et d'Azimani commence à se demander s'il ne s'est pas trompé. Fin 2007, au vu des éléments nouveaux, il accepte de recevoir les condamnés et leurs avocats. Très vite, il va se laisser convaincre d'appuyer leur démarche. Ils veulent une révision du procès. Je me suis dit, ces types condamnés comme ça avec toutes ces preuves, qu'est-ce qu'ils ont à me dire? Donc je les ai fait venir à mon cabinet avec leur avocat et je les ai entendus par procès-verbal et j'ai joint ça à la requête que j'ai fait à la Cour de cassation. Dans la foulée, Michel Legrand demande au parquet de faire vérifier par les gendarmes la nouvelle piste Sanchez. Elle se révélera bidon.
Mais la machine judiciaire s'est remise en marche. Pour mettre tous les atouts de leur côté, les familles demandent à un détective privé, spécialiste des erreurs judiciaires, de se plonger dans le dossier. On s'aperçoit que c'est une instruction complètement orientée. Tous les actes qui sont effectués sont faits à charge. Donc on va me demander de compléter ce travail qui avait été fait. Malheureusement, ça n'a pas la même efficacité. Lorsque les personnes ont l'instruction est terminée, on ne peut plus demander d'acte d'instruction et que les personnes ont déjà été condamnées. Même les témoins, c'est plus difficile de les faire parler, d'autant que tous, peu ou prou, ont trait de plus ou moins à des problèmes de drogue. Néanmoins, le détective privé va réentendre plusieurs trafiquants de lunel. Il apprend surtout qu'Hérol Fargier, le principal témoin à charge, viendrait encore de changer de version. Désormais, il désigne un autre maghrébin rencontré dans un bar comme étant celui qui aurait porté les coups à la victime. Convaincu qu'il dit n'importe quoi, le détective privé va chercher à le prouver en faisant filmer ce énième revirement du témoin par France 3. J'ai vu un flash, un éclair. C'est spontanément que j'ai dit, il y a quelque chose qui... Et puis j'ai dit, c'est mon bonhomme. Je l'ai reconnu en fin de soirée, je dis, c'est mon bonhomme. Et voilà, et c'est là que j'ai reconnu réellement qu'il y avait une erreur sur la personne d'El Jabri. Après avoir contribué à la condamnation d'El Jabri, Fargier se déballonne. El Jabri n'aurait même pas été présent sur les lieux du crime. Je reconnais mon erreur. Elle est grave, hein. Oui, mais je n'ai pas été embêté pendant 12 ans. Pendant 12 ans, je n'ai pas été embêté. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais qu'elle est grave. Vous êtes sûr que le nouveau que vous avez vu, c'est vraiment lui? Vous faites pas oui. Vous faites pas une nouvelle erreur, là? Vous insistez, là. Ouais, je vous ai dit. ouais. Hein. Non, c'est vraiment bien. Là. Les cheveux correspondent. La tête, la petite taille, puis le petit pantalon patte d'éléphant, tout. C'est le même style. C'est le même. C'est le même. Il y a pas... Et de la façon dont il m'a parlé, il était sur les lieux. Un autre n'aurait pas parlé comme ça. Dans les jours qui suivent, le détective privé découvre que cette nouvelle accusation est complètement bidon. Le nouveau suspect a un alibi en béton. Le soir du crime, il était en prison. Mais pour les avocats, la rétractation de Fargier constitue un élément nouveau, susceptible d'innocenter leurs clients. Ils saisissent alors la commission de révision. Et là, c'est l'hérésie, mais l'hérésie totale. C'est-à-dire que la commission de révision qui va statuer dans ce dossier va nous dire « Mais oui, Fargier, on le sait qu'il raconte n'importe quoi. Mais d'ailleurs, vos clients ne sont pas les auteurs. Ils sont complices. Donc le témoignage de Fargier, on s'en moque. Et la commission de révision, de nouveau, va se pencher sur cette procédure en estimant qu'il faut arrêter, que la condamnation prononcée par Perpignan est justifiée, et finalement nous ferme la porte à la révision. Mais l'avocat général, lui, conserve ses doutes, comme il le confiera au journal Le Point. Il regrette que les vrais assassins n'aient jamais été identifiés. En juin 2009, il va demander au parquet d'ouvrir une nouvelle enquête. La Cour de cassation dit non, mais moi j'ai un prétexte, j'ai quand même un doute, et je ne vais pas contre la décision, mais je travaille à côté. Mais grâce finalement à leur protestation, on va faire d'une pierre deux coups, on va montrer qu'ils sont peut-être innocents, et puis aussi on va trouver d'autres choses. Dans ce contexte, l'avocat d'Azimani découvre que la justice s'apprête à commettre une énorme gaffe. Je suis au palais de justice, au greffe de l'instruction, et la greffière qui était en charge de ce dossier me croise et m'informe que la justice va peut-être détruire les scellés du dossier Azimani El Jabri. Les scellés du dossier, ce sont notamment des vêtements et les pièces de la voiture qui contenaient des traces de sang et d'ADN. Donc j'avertis bien sûr Monsieur Legrand de cette difficulté et on évite in extremis la destruction des scellés. Dans les semaines qui suivent, les traces ADN de la scène du crime vont être enfin analysées pour la première fois. Pourquoi cette opération simple n'avait-elle pas été effectuée dès 1997 ? Au moment du meurtre, le fichier national automatisé des empreintes génétiques n'existait pas encore. Ce n'est qu'à partir de 2001 que tous les délinquants seront systématiquement fichés. Or, à ce moment-là, l'enquête sur le meurtre d'Azouz était déjà close. Ce n'est donc qu'en septembre 2010, 13 ans après les faits,
que les scellés de Lunel vont être analysés pour la première fois. C'est le tournant de l'affaire. Dans cette affaire de Lunel, 4 ADN ont été mis en évidence. L'ADN de la victime et un ADN qui a été prélevé sur la portière à l'intérieur de la voiture à partir d'une trace de sang. Et cet ADN a permis l'obtention d'un profil génétique complet. Ce jour-là, la vérité a surgi d'un bouton de portière de la Renault 25. Il comportait une trace de sang. Celui de Michel Boulma, un jeune manutentionnaire de Lunel fiché depuis 2009 pour un petit délit. L'homme n'avait jamais été entendu au cours de l'enquête. En mars 2011, il est interpellé par les gendarmes. Son avocat raconte. La gendarmerie vient le chercher très rapidement. Et très rapidement, il reconnaît avoir été sur les lieux 14 ans, donc avant. Et il indique tout de suite qu'il n'était pas seul, qu'il était donc avec Elaïli Bouziane. C'est comme cela donc que la nouvelle affaire va démarrer. Bouziane. Souvenez-vous, c'est le nom qui avait été cité devant les gendarmes un mois après le crime par l'épouse de la victime. Elle avait expliqué qu'un dénommé Bouziane devait de l'argent à son mari. Mais les gendarmes avaient négligé de s'intéresser à ce Bouziane. Ils avaient déjà 2 coupables parfaits. 14 ans après, ils vont enfin réaliser que ce fameux Bouziane aurait mérité d'être retrouvé et entendu. En 2011, il est directeur du centre de loisirs de Lunel. Témoignage de son avocate. Comme cet homme attendait depuis très longtemps quand même de se mettre en règle, quand les gendarmes viennent le chercher, ils le placent en garde à vue et il a reconnu immédiatement les faits, sa participation, le fait de savoir également qu'il connaissait et la victime et M. Boulma, ce que M. Boulma aujourd'hui ne fait pas. Pourquoi cette piste Bouziane, apparue dès l'époque du crime, n'avait-elle pas été exploitée par les gendarmes? Au téléphone, l'un des responsables de l'enquête va nous répondre. Il ignore qu'il est enregistré. Écoutez, ça n'a pas été exploité, c'est pas ce qui s'est passé à côté, puis il y avait plein d'autres choses à faire à l'époque. Après coup, c'est beaucoup plus facile d'en parler, mais même dans le relationnel de comment il s'appelle, de Zidane, on n'a pas retrouvé. Avec les auditions de ces 2 nouveaux suspects, les gendarmes vont enfin reconstituer un scénario crédible du soir du crime. En ce 21 décembre 1997, on se souvient qu'Azimani et El Jabri avaient remis 5 kilos de cannabis à Azouz, la victime. Vers 20h20, Azouz était parti à la rencontre de ses clients. Azimani et El Jabri l'avaient attendu près d'une cabine téléphonique, mais il n'était jamais revenu. La suite, la voilà. Vers 20h30, Azouz passe prendre Boulma avec sa Renault 25. Bouziane est déjà à bord. Azouz, qui est au volant, prend la direction du chemin des Étoffes. Mais en route, un conflit éclate entre les 3 hommes. À partir de là, les versions de Boulma et de Bouziane divergent. Voici pour commencer la version de Michel Boulma. Bouziane, qui était assis à l'avant droit du véhicule, aurait commencé par asséner à Azouz 2 coups de couteau dans la gorge. Boulma dit avoir tenté de s'interposer. C'est là qu'il aurait été blessé et qu'il aurait perdu du sang. Ensuite, Bouziane aurait porté de nouveaux coups de couteau à la poitrine d'Azouz. Celui-ci aurait alors tenté de s'enfuir à pied dans la direction de Lunel. Bouziane l'aurait alors rattrapé et il l'aurait achevé à proximité du fossé où on retrouvera son corps le lendemain matin. Mais Bouziane, le jeune trafiquant devenu directeur d'un centre de loisirs, conteste cette version qui l'accable. Pour lui, au contraire, c'est Michel Boulma qui aurait donné un coup de couteau rapide à Azouz, de derrière, au niveau du cou. Puis un second coup de couteau au niveau de la poitrine. Bouziane affirme qu'Azouz se serait écroulé par la portière, aurait rampé, puis se serait enfui en courant avant de se faire rattraper par Michel Boulma, qui lui aurait porté les coups fatals. 2 versions divergentes donc, mais qui s'accordent sur un point essentiel. Azimani et El Jabri, les premiers suspects condamnés à 20 ans pour ce meurtre, seraient totalement innocents. Devant son avocat, Michel Boulma aurait été formel. Je l'ai interrogé longuement là-dessus. Et à chaque fois, il est catégorique. Non, il n'y était pas. Non, il ne les connaissait pas. De son point de vue, en tout cas, c'est tout ce que je peux dire. Pour lui, Azimani et El Jabri sont 2 inconnus. Ce soir-là, en tout cas, il n'était pas là.
Même version pour Bouziane El Aili, l'autre suspect. Il disculpe complètement les 2 précédents condamnés, ça c'est très clair, parce qu'il indique très fermement qu'ils n'étaient que 2 et qu'ils n'étaient pas plus. Mais il pense que c'est important à ce stade de pouvoir répondre de ses actes et surtout de faire en sorte que des personnes qui ont été condamnées trop longuement pour quelque chose qu'elles n'avaient pas commis puissent partir, parce qu'il doit évidemment répondre de ça aussi. Bouziane El Aili n'avait jamais pu parler de son terrible secret, même à son épouse. 15 ans après le crime, il s'est enfin confié. Il se sent mieux d'un côté, parce qu'il a avoué, il est soulagé, mais de l'autre côté, il pense à les gens qui sont passés des années en prison à sa place. Insoupçonnable, le directeur du centre de loisirs de Lunel. En 1997, il avait même présenté ses condoléances à la famille de la victime. Ironie du sort, il s'occupait également des enfants d'Azimani. Bouziane, il travaillait dans un centre d'animation. Centre aéré. Et ma fille, quand elle était petite, moi je l'ai amenée là. Un jour, il m'a dit et alors, ton père, l'enquête, ça avance et tout. Donc moi, j'étais petite, je savais pas quoi répondre. Oui, c'est mes... Mais les nouvelles, il demandait souvent. Hein. En quelque sorte, c'est lui qui m'a volé mon enfance sans mon père. Lui et l'autre. En ce printemps 2011, l'arrestation des 2 nouveaux suspects a soulagé les familles, bien sûr. Et pourtant, rien n'est réglé. Certes, Azimani a bénéficié d'une libération conditionnelle. Mais El Jabri, lui, dort toujours en prison. Et pour la justice, ils sont toujours coupables. Ah bah elle est là. Le 24 avril 2011, Brahim El Jabri est enfin libéré du centre pénitentiaire d'Avignon. Ce matin-là, il retrouve son compagnon d'infortune, sorti lui-même 1 an et demi auparavant. Après 13 ans et 3 jours de captivité, il goûte enfin à la liberté, même s'il reste sous contrôle judiciaire. Là, je suis sorti dans le cadre d'un aménagement de peine, rien à voir avec la procédure qui est en cours de suspension de peine. Je l'attends impatiemment. J'espère pour bientôt et c'est qu'une bataille qu'on vient d'emporter. Et la guerre, c'est vraiment une guerre qu'on mène et le combat est très long. Vous allez sortir avant, vous avez vu qu'on est sorti, c'est pas prévu. Qu'est-ce que vous allez faire? On va voir la famille déjà, hein, on va remonter jusqu'à Lille. Là, vite fait, on va boire un café quelque part. Parce que je suis interdit dans l'Hérault, vous avez vu. Donc je vais aller voir ma mère à Lille au plus vite, hein, elle est là-bas, hein, je rentre chez moi donc. Et puis j'ai mon travail là-bas. Interdit de séjour dans l'Hérault depuis 2001, El Jabri est retourné dans la banlieue de Lille, où il avait grandi avec ses parents. Ici, il a l'obligation d'exercer un travail s'il ne veut pas repartir en prison. Alors il a trouvé un emploi par intérim dans un centre de tri, payé seulement 700 € par mois. Il doit aussi pointer toutes les 6 semaines devant un juge d'application des peines et continuer à indemniser la famille d'Azouz. Mais au-delà de ses contraintes matérielles, l'affaire lui a laissé des blessures plus profondes. Quand son père est mort en 2009, Brahim était en prison. Il n'avait pas été autorisé à assister à l'enterrement. Toute ma jeunesse, mon enfance, je l'ai passé là. Jusqu'à l'âge de 21 ans, je suis resté ici. Et donc, mon père est décédé dans cette maison. J'ai les larmes aux yeux, peut-être que vous partirez, je pleurerai. Je suis quelqu'un de... un peu réservé quand même, je veux dire. Voilà, c'est des émotions qui sont propres à moi, je vais le garder pour moi. Ce que j'ai subi, c'est très violent. Et j'espère que ça cesse vite et puis d'autres ne subissent pas ce que j'ai subi. Azimani, lui, vit toujours à Lunel avec sa femme et leurs 3 enfants. Mais sa condamnation pour un crime qu'il n'avait pas commis l'a dévasté. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. J'ai vu des gens se suicider. Mais c'est insupportable, c'est traumatisant.
Et la plaie n'a pas fini n'est pas prête de... Qu'est-ce qui vous a fait tenir? Mes enfants, ma famille, c'est grâce à eux que j'ai tenu. Sinon, je ne crois pas que je serais parmi vous là. Son deuxième enfant, un garçon, c'est en prison qu'il l'a conçu. J'ai eu, comme on les appelle, les bébés parloirs, parce qu'on m'a privé de liberté, on m'a privé de mes enfants, ma famille, et on m'a privé d'avoir des enfants. Donc, je me suis dit, malgré cette privation, je vais avoir des enfants même en prison. Et des surveillants convaincus de mon innocence, qui fermaient les yeux, qui me laissaient tranquille quand ma femme venait me voir. Voilà. Sans épouse, sans enfant, El Jabri a, lui, le sentiment amer de tout un pan de vie perdu. Actuellement, j'ai 45 ans. Voilà, je suis rentré, l'affaire a commencé à 31 ans. Maintenant, j'en ai 45. Maintenant, ma mère, la pauvre, et puis elle a subi un lourd préjudice. Et puis c'est comme ça la vie. On est juste de passage, et puis on essaye de faire du mieux qu'on peut, puis on va leur donner, Inch'Allah, le bonheur qu'ils méritent. Le bonheur pour la famille El Jabri, ce serait que la justice reconnaisse enfin son erreur. Mais pour qu'il soit acquitté, il faut d'abord que l'enquête avec les 2 nouveaux suspects soit bouclée. Convoqué chez le nouveau juge d'instruction pour donner sa version des faits, El Jabri retourne dans l'Hérault. C'est la première fois qu'il y remet les pieds depuis 15 ans. Il y retrouve son ami Kader. Tous deux sont convoqués par le nouveau juge d'instruction au tribunal de Montpellier. Ils vont, une nouvelle fois, expliquer à la justice ce qu'ils ont fait la nuit du crime. Après 1 heure d'audition, Azimani et son avocat sortent du bureau. Pour moi, c'était très douloureux de me rasseoir sur une chaise face à un juge. Mais bon, je crois que le juge a très bien compris et m'a enfin cru de la version que j'ai donnée il y a déjà 14 ans. Ce qu'il disait il y a 14 ans était d'une extrême simplicité, à savoir qu'ils avaient rendez-vous avec cet homme, qu'ils avaient honoré ce rendez-vous, qu'il avait disparu et qu'ils l'avaient cherché toute la nuit ensuite. À cette époque-là, c'était aussi simple, mais à cette époque-là, on ne les croyait pas. À présent, une marche vers la réhabilitation est enclenchée. Paris, 18 juin 2012, un jour historique. El Jabri et Azimani sont enfin convoqués devant une commission qui va décider si leur condamnation mérite d'être réexaminée. Une conférence de presse est organisée avant la commission. Cette fois, les médias nationaux sont au rendez-vous. Tout le monde était d'accord au niveau de l'institution judiciaire pour les condamner en 2003, comme auteurs d'un meurtre particulièrement abominable. Tout le monde était d'accord pour les condamner en 2004 pour des faits de complicité. Et la justice nous accueille cet après-midi dans un Algelco pour nous dire que finalement, on y sont tous d'accord, c'est une erreur judiciaire. En quoi vous aviez le profil idéal? Nous avions le profil idéal dans le sens où on était les dernières à voir, mais en fait on n'était pas les dernières, on était les avant-dernières personnes à voir la victime. Dans quelques minutes, El Jabri et Azimani vont être confrontés à un redoutable filtre judiciaire. 5 magistrats réputés pour leur très grande sévérité. En 2011, sur 126 demandes de révision comme la leur, seules 2 avaient été jugées admissibles. C'est derrière cette porte que tout va se jouer. Soit leur demande de révision est rejetée, soit elle est déclarée admissible. 1 heure plus tard, c'est la sortie et un pouce levé en discret signe de victoire. J'ai vraiment ressenti ça comme une victoire et il y avait une ambiance de sérénité, une ambiance de justice qui était palpable. On sentait la justice qui était là
Et on était tous habités par des émotions. On a vraiment le sentiment que les magistrats devant qui on a plaidé, qui quand même sont les magistrats de la chambre criminelle, ont été sensibles à cette catastrophe judiciaire. Brahim qui a eu les mots, je pense, les plus efficaces pour essayer d'avoir une issue la plus rapide, parce qu'il a rappelé la chronologie de la procédure. Il a rappelé avec beaucoup d'émotion qu'après la première saisine de la commission, son papa était décédé, et qu'aujourd'hui, à l'occasion de cette deuxième saisine, il leur a demandé que son innocence et celle de Kader soient reconnues du vivant de sa mère. Dans quelques mois, l'affaire El Jabri Azimani sera enfin examinée par la Cour de révision. Reste une question. Pourquoi, en 97, les gendarmes de l'Hérault se sont-ils tant trompés sur El Jabri et Azimani? Un ancien gendarme de Lunel tente de répondre, sous couvert d'anonymat. C'est tout le problème des témoignages, en fait. C'est que vous voyez, si vous en tenez simplement qu'au témoignage, vous pouvez prendre une mauvaise direction. Bon, ça montre la fragilité aussi d'une enquête. Parce que il faut pas être réaliste, hein. C'est que des hommes qui font les enquêtes. Enquêteurs, juges d'instruction, magistrats du parquet, juges du siège, comment une cinquantaine de professionnels de la justice ont-ils pu se tromper? Comment peut-on se tromper? D'abord, j'allais dire se tromper, ça dépend quel stade on le met, parce que vous dites vous-même, le procureur de Montpellier, il se trompe quand il les renvoie pour meurtre, d'une certaine manière, hein, quand il renvoie le dossier, j'allais dire. Moi, je me trompe quand j'accuse, mais après, on se trompe pas. Donc, il faut voir que maintenant, la vérité judiciaire, elle est dans le temps. Mais tout de même, pourquoi ne pas reconnaître ses erreurs? Si un magistrat remet en cause après sa décision prise où il repense, il va vite vers la folie. Hein. En quelques cas, il va vers la psychose. Pour les avocats d'El Jabri et Azimani, qui ont passé injustement plus de 10 ans en prison, l'explication est un peu courte. Ce dossier est la démonstration que même quand la justice se trompe, elle se trompe en essayant de se justifier. Mais je crois que ce dossier, c'est quelque part, je l'espère pour les deux condamnés, puisqu'ils sont toujours condamnés, c'est simplement un miracle judiciaire.